Chapitre 13 de la fabrique de crime de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La poudre a dévoilé les trucs. Au seul aspect du fils de la condamnée, tenant son illustre mère sous son bras, tous les malfaiteurs s'enfuirent comme une volée d'oiseaux farouches. Le duc lui-même, dissimulant sa tête de hibou sous l'austère capuchon d'un moine, disparut par le plafond. Boulet Rouge avait pris les devants avec un paquet de taille considérable, puisqu'il contenait non seulement le cercueil d'enfant, mais encore l'accouché de l'allée sombre. Fandango l'aperçut au moment où il s'évanouissait à travers l'épaisseur d'un mur. Un soupçon lui poignarda le cœur. « Où est Mustapha » s'écria-t-il de cette voix mâle et sonore que nous avons connue au faux porteur d'eau de la nuit des noces. Personne ne lui répondit. Il n'y avait là que Mandina qui cherchait parmi les dépouilles de quoi se composer un deuil pour la mort du gendarme, Olinda en quête de son frigolin, et le jeune Gringalet, lequel n'avait jamais connu les embrassements de l'huissier. « Je veux Mustapha !» reprit le docteur Fandango. « Il est l'homme de la situation. C'est lui qui possède la poudre pour découvrir les passages secrets. » Avec cette poudre, il faut bien le dire, on trouvait aussi les escaliers dérobés, les trappes et les doubles fonds. Elle coûtait cher, mais elle était indispensable aux natures généreuses qui poursuivaient le crime à travers les mystères de Paris. Silvio Pellico prit la parole, quoiqu'il eût des cadavres jusqu'au menton. « Je ne sais si je m'abuse, dit-il. Peut-être mes malheurs ont-ils diminué ma sagacité, mais il me semble que mes pieds, autrefois si agiles, sont posés à une grande profondeur sur une figure connue. La vie sauvage que j'ai menée jadis dans l'Amérique du Sud aiguise et développe les sens. Mon orteil, encore très subtil pour son âge, croit reconnaître le généreux nez de Mustapha. « Déblayez !» ordonna le fils de la condamnée. « Quiconque me retrouvera Mustapha recevra franco tout ce qui a paru de ce roman en cours de publication. » Gringalet aimait les lectures qui exercent l'esprit en fortifiant le cœur. Il se mit à l'œuvre aussitôt, aidé par la jeune grecque Olinda et Mandina de Hachecor. C'était peu, 2 femmes et un enfant, mais Fandango les électrisait du regard et Silvio Pellico les intéressait en racontant ses infortunes. En quelques minutes, l'atelier de feu les piqueuses de bottines réunies fut débarrassé de toutes les matières organiques qui l'encombraient. Sous ces ordures, on retrouva non seulement le noble Mustapha, mais encore le rémouleur, le joueur d'orgue, le gendarme et même Frigolin de Torboy. Ils se portaient tous aussi bien que le permettaient les circonstances. En les voyant rassemblés encore une fois sous ses yeux, Fandango fit éclater sa joie. Il mit sa mère chérie en bandoulière pour avoir désormais l'usage de ses 2 bras et dit « Paris !» Les bons cœurs répondirent « Palmyre !»« Je tiens à voir vos cachets !» dit encore le fils de la condamnée. Ils se dépouillèrent, sauf Mustapha qui se borna à montrer son oreille de vieillard. Fandango reprit « Je suis satisfait. Aucun traître n'a réussi à se glisser parmi nous. Écoutez-moi bien. La maison du repris de justice où nous sommes est une des demeures les mieux machinées du Paris nocturne et mystérieux. Le nombre des passages secrets, trappes, pierres de taille montées sur pivot, plafonds mobiles, planches à bascule, murs où l'on marche, cheminées à ressort, armoires à escalier, sarcophages, oreilles de Denis le Tyran et autres oubliettes, y est littéralement incalculable. Nos ennemis sont disparus, mais je suis sûr qu'ils sont tous cachés dans l'épaisseur des cloisons. En conséquence, c'est le moment ou jamais d'utiliser la poudre à dévoiler les trucs. C'est le moment, répliquèrent tous les bons cœurs d'une seule voix. Et Silvio Pellico ajouta « ou jamais ». Mustapha avait compris. Il sortit de son sein une boîte systématique, analogue à l'appareil connu sous le nom d'insecticide Vicat. Avec une adresse consommée, il mit en mouvement le petit soufflet dont il avait préalablement dirigé la bouche vers un coin de la muraille. Au premier grain de poudre qui toucha le mur, une porte apparut. Mustapha fit glisser le soufflet. Une seconde porte se montra, puis 2, puis 3, puis 10. Le mur n'était que portes, conduisant toutes dans des lieux inconnus.
L'assemblée fit éclater sa surprise, et Silvio Pellico s'écria: je n'ai jamais rien vu de pareil, moi qui ai régné sur l'Araucanie. Mais le docteur Fandango, ayant assujetti plus solidement derrière son dos sa mère respectée, réclama le silence d'un geste. Partisans de la vertu, dit-il, soutien fidèle de la probité et de la délicatesse, nous allons entamer une œuvre difficile. Appelez les bons cœurs qui peuvent être restés dans l'escalier et attention au commandement. Je vais passer le premier, tenant d'une main cette torche, de l'autre ce javelot. Ma mère me suivra, puisque je la porte. Mustapha suivra, tenant ma mère par la jupe. Le rémouleur suivra Mustapha en le tenant par la queue de son habit. Le joueur d'orgue, enfin, vous m'avez saisi. Cette façon de circuler, que les enfants appellent la queue leu-leu, nous est indispensable pour ne pas nous perdre dans les incommensurables détours de cet hôtel. Le but de cette excursion est de trouver madame Fandango et son fils Virtuté. Y êtes-vous? Nous y sommes, répondit le chœur des amis de la générosité. Sans plus de paroles, parmi toutes les portes, le fils de la condamnée choisit la plus secrète et l'ouvrit à l'aide d'un moyen particulier qu'il serait trop long de décrire. Cette porte était en cœur de chêne, munie de contreforts en acier. Aussitôt qu'elle eut roulé sur ses gonds, un air humide et glacé pénétra dans la chambre. C'était une immense galerie et dont, certes, âme qui vive ne soupçonnait l'existence dans la rue de Sévigné. La voûte, en plein cintre, était supportée par un quadruple rang de colonnes qui semblaient appartenir à l'époque romane. Au moment où le docteur Fandango mettait le pied sur la première dalle, des rires aigus éclatèrent à l'autre extrémité de la galerie. Il leva sa torche aussitôt et vit, dans un lointain confus, une sorte de danse macabre. Parmi les figures qui s'agitaient dans ce sabbat, il crut distinguer une tête de hibou et une emplâtre de dimension inusitée. C'en était assez. Il précipita sa course, suivi par sa mère et Mustapha. En approchant, il distingua les traits peu réguliers de Carapace et d'Arbre à couche. Il put même voir que Boulet Rouge portait toujours son paquet considérable. « Marchons !» s'écria-t-il. « À travers la toile de cette enveloppe, mon imagination en délire croit reconnaître le profil de celle que j'aime. » Il n'avait pas achevé que tout disparut. « La poudre !» Mustapha aspergea les dalles. La composition connue sous le nom de poudre à dévoiler les trucs a les inconvénients de ses vertus. Elle met à nu tant de mystères qu'on est souvent très embarrassé pour choisir. Ainsi, le loyal Mustapha ayant fait jouer sa petite manivelle, toutes les diverses colonnes montrèrent, à l'intérieur de leur fût, des escaliers dérobés. Chaque dalle laissa voir un trou muni d'une échelle dont quelques-unes pénétraient par leurs pieds jusque dans les profondeurs des eaux croupissantes. Mais la sagacité naturelle du fils de la condamnée était à l'épreuve de ces détails. Il alla droit à la dernière colonne et la fendit en deux en touchant un bouton de cornaline travaillé curieusement. L'intérieur de la colonne renfermait des degrés en colimaçon. Le docteur descendit 27 marches et se trouva dans une rotonde en marbre rouge autour de laquelle étaient rangées 24 barriques en acajou portant différentes étiquettes telles que sang de femme, sang d'enfant, sang d'officier, sang de franc-maçon, etc. Silvio Pellico ne put s'empêcher de murmurer « Ce pari est vraiment cocasse ». Le docteur Fandango ne s'arrêta même pas. Il en avait vu bien d'autres dans sa carrière agitée. Il traversa un pont de lianes jeté sur un torrent tout blanc d'écume et pénétra dans une grotte de vaste étendue dont les riches stalactites renvoyèrent en gerbes de lumière la rouge flamme de sa torche. Au bout de la grotte, il aperçut encore, au milieu d'une foule, grimaçant, monsieur le duc de Rudelame-Carthagène, entouré de ses 3 pieuvres mâles. « À moi !» s'écria le rémouleur. Il avait fait un faux pas et la basque de l'habit de Mustapha lui était restée dans la main. Il prit l'autre basque et l'incident n'eut pas de suite. La grotte ne contenait rien d'important, sinon un dépôt de substances vénéneuses à l'état brut.
C'était le grenier d'abondance de la pharmacie du mystère. Silvio Pellico, toujours soigneux, compta 147 caisses d'arsenic et plus de 1000 bouteilles de strychnine non encore épurées. Venait ensuite un long couloir défendu de distance en distance par des herses et des chevaux de frise. La troupe fidèle eut quelque peine à éviter les bascules, disposées avec beaucoup d'art. Des deux côtés du couloir, il y avait des râteliers pleins d'armes de guerre. Il se terminait par un mur que Mustapha saupoudra. Ce mur n'était qu'apparent. La composition chimique fit voir qu'il cachait un abîme insondable. Mais une sorte de sentier à pic, taillé dans le roc vif, s'ouvrait à gauche du précipice. Le docteur, en s'y engageant, ne put s'empêcher de penser tout haut: je ne prendrais pas volontiers cette voie périlleuse s'il ne s'agissait de mon fils unique virtuté et de la bru de la condamnée. En effet, à peine nos intrépides amis avaient-ils commencé à descendre que Tancrède, dit Chauve-Sourire, et quelques autres mauvais sujets firent pleuvoir sur eux des fusées, de la poix bouillante, du plomb fondu, enfin tout ce qu'ils trouvèrent à portée de leurs mains. Les défenseurs de la vertu en éprouvèrent quelques désagréments légers, mais Silvio Pellico, qui avait fréquenté des Anglais nomades en Araucanie, ne marchait jamais sans son parapluie, et comme le sentier était vertical, ce meuble protégea toute la troupe. Ils étaient dans les souterrains de l'Arche Notre-Dame. Après avoir traversé encore de nombreux corridors, au bout desquels ils apercevaient sans cesse les sectateurs du mal, reconnaissables à la tête de hibou du bisaïeul et à l'emplâtre de boulet rouge, après avoir franchi des précipices, monté et descendu une grande quantité d'escaliers, ils arrivèrent enfin dans un asile pittoresque au plus haut point et fort original, qui servira de décor à notre dernier tableau. C'était une salle en forme de nef ogivale, au-dessus de laquelle passaient les eaux du fleuve. La nuit avait cessé d'envelopper la terre pendant ce long voyage. À travers la voûte de cristal qui recouvrait la nef, à travers les ondes de la Seine qui roulaient au-dessus de la voûte, on pouvait jouir d'un joli effet de soleil levant. Mais là ne s'arrêtaient point les étrangetés de ce curieux séjour. La salle était entièrement bâtie avec des squelettes entiers et à jour, posés dans des attitudes variées et reliés ensemble solidement par un ciment peu connu. Il en résultait une architecture vraiment surprenante et qui ne manquait pas de grâce. Les baisers du soleil matinier, caressant ces dentelles d'ossements, formaient des dessins d'une légèreté inouïe et qui rappelaient les découpures des boîtes de bonbons. Vous eussiez dit un rêve de poète. Silvio Pellico essaya de compter les squelettes employés à cette œuvre d'art, mais il n'y put réussir. Il vit seulement à certains signes que c'étaient tous des malades du docteur Fandango. C'était la fin. Après cette salle magique, il n'y avait plus rien. Aussi les pieuvres mâles des impasses, chacals, mohicans, casquettes vertes et autres fléaux de la capitale étaient-ils rassemblés en bataille au milieu de la nef. Devant eux se tenait le duc de Rudelame Carthagène, vêtu du costume historique de Jean Bart. Ce costume était de circonstance. Le bisaïeul tenait en effet dans la main droite une torche allumée et posée au-dessus de 40 tonneaux de poudre fulminante. Dans la main gauche, il avait une chaînette de platine, correspondant à une large soupape ménagée dans la voûte de cristal. Derrière lui, Boulet Rouge tenait Madame Fandango renversée sur une table de marbre. La jeune femme allaitait son enfant. Au-dessus de ce groupe, Arbre-à-Couche et Carapace brandissaient leurs stylets damasquinés. Fin du chapitre 13, enregistré par Ezois en Belgique en avril 2011. Chapitre 14 de La Fabrique de crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Catastrophe imprévue. Nous avons ménagé avec soin le crescendo. La situation est de plus en plus tendue. Ces muettes et terribles menaces n'arrêtèrent nullement les bons cœurs. Le fils de la condamnée fit tourner adroitement sa mère de son dos à sa poitrine et lui tâta le pouls. Elle est sur le point de recouvrer ses sens,
dit-il. Finissons. Il arrêta ses compagnons d'un geste et fit 3 pas en avant. Duc de Rudelame-Carthagène, dit-il, rejeton d'une race souillée par tous les crimes, tu as fait accroire à madame Fandango que notre union était un inceste. Je te donne le démenti le plus formel. Ma jeunesse en sa fleur ne peut pas être le père de ta décrépitude. Veux-tu accepter contre moi un combat singulier? Flûte, répondit l'ancêtre, on vous prie de repasser. Il ajouta d'une voix sarcastique: où est ton livre, enchanteur à la douzaine? Où est ta fiole qui parle? Où est ton cerf vivant qui a des cornes en strass? Tu es ici chez moi, et tu vas mourir. Ces galeries sont inconnues, même aux hommes d'imagination. Elles sont bâties avec les os de tes clients, médecin de malheur, car tu as soigné et par conséquent conduit au trépas la moitié de la capitale. Regarde une dernière fois ta femme et ton enfant. J'ai à ma disposition le feu, il secoua sa torche, et l'eau. Il tira sur la chaînette de platine, et quelques chopines d'eau de Seine tombèrent de la voûte. À genoux, charlatan, ta dernière heure a sonné. La princesse Troïka choisit cet instant pour rouvrir les yeux. De son côté, l'accouchée de l'allée sombre poussa un gémissement étouffé. Ma mère, ma femme, s'écria le docteur Fandango en levant ses bras vers le ciel. Mais cet homme unique à la volonté de fer ne pouvait se laisser longtemps abattre. Son esprit inventif avait de ces conceptions spontanées, sublimes et renversantes. Se dressant de toute sa hauteur, son œil lança des flammes quand il dit, répondant à la dernière parole du bisaïeul, « Je ne plie les genoux que devant le Seigneur. » Et sa voix se fit douce comme le miel quand il ajouta, « Et devant ma maîtresse. » Puis son organe prenant des intonations terribles, il continua avec fermeté, « Kakoshi m'est coupable vieillard, la discussion ne peut durer un instant de plus sur ce ton. Rends-moi ma famille, je te l'ordonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors crains ma colère. En avant tout le monde. » Il bondit le premier. « À bas les mains !» cria une voix à la porte de la cave. 2 sergents de ville entrèrent, suivis par quelques infirmiers. Les fléaux de la capitale et les chevaliers de l'humanité se mirent à courir en tous sens, essayant de se cacher derrière les fagots. Fin du chapitre 14, enregistré par Ezoa en Belgique en avril 2011. Épilogue de la fabrique de crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le scarificateur. Le lendemain, on lisait dans Le Scarificateur, journal général de médecine et de chirurgie, l'un de nos plus renommés aliénistes, le docteur QKC, directeur de la maison d'O.T., nous adresse la lettre suivante. Monsieur le rédacteur, les feuilles du soir ont fait grand bruit de certaines aventures tragicomiques qui a mis hier en émoi la tranquille population de la rue de Sévigné. On a dit que tous les pensionnaires de mon établissement avaient pris la fuite et porté la terreur dans un quartier de Paris. Ceci mérite explication. Depuis quelque temps, j'ai été obligé d'ajouter à ma maison principale un pavillon destiné au traitement d'une maladie mentale qui semble affecter plus particulièrement les personnes des 2 sexes livrées à la lecture habituelle de certains récits que j'appellerai les romans saignants. Les feuilletons du Petit Canard, qui se débitent par centaines de mille, me fournissent spécialement la plus grande partie de ces cas particuliers. Ce n'est pas tout à fait de la folie, c'est un ramollissement de la pulpe cérébrale qui se rapproche davantage de l'innocence. Ces malheureux voient partout des poignards, du poison, des trappes, des pièges, des embûches de toutes sortes. Paris leur apparaît comme une immense ratière où l'on ne peut plus faire un pas sans rencontrer la mort. Le feuilleton traitant des avortements, des vapeurs de charbon, des suicides par amour, nous amène quantité de jeunes filles dont l'innocence a été gâtée par ces lectures malsaines.
Ceux par contre, où il est parlé de morts violentes par la noyade, les sauvages embuscades, les morsures d'aspic à tête noire, la strangulation, etc., nous font regorger immédiatement de vieillards et de jeunes hommes idiotisés par ces récits pernicieux. D'habitude, mes pensionnaires sont bien tranquilles. Hier, malheureusement, le vieil infirmier qui les garde était de noces. Ils se sont échappés et sont venus jouer dans un taudis une scène de leur drame favori. En somme, pour tout dégât, il y a eu un carreau de cassé et le bris d'un loquet donnant accès dans la cave d'un rôtisseur. L'indemnité a été réglée et soldée. Je vous prie, monsieur le rédacteur, de porter ces faits à la connaissance du public en acceptant l'assurance de ma parfaite considération. Signé Q. K. C. Docteur médecin, directeur de l'asile central d'O.T. pour les aliénés des deux sexes. Fin de l'épilogue, enregistré par Ezois, en Belgique, en avril 2011. Fin de La Fabrique de Crimes, de Paul Féval.